Notre 10e anniversaire aurait dû être parfait. J'avais réservé une table chez le même bistrot à viande où nous avions fêté notre premier anniversaire à l'époque où nous nous découvrions encore et où chaque regard faisait des étincelles. J'avais même mis la même montre qu'elle m'avait offerte cette année-là, celle avec le bracelet en cuir marron et la rayure sur le fermoir quand je l'avais fait tomber en réparant le chauffe-eau. Elle me taquinait toujours parce que je ne l'enlevais jamais. Ce soir-là, elle ne l'a même pas remarqué. Elle était resplendissante, je ne vais pas mentir. Elle est sortie de la chambre dans cette robe vert émeraude que j'adorais, celle qui donnait à ses yeux la couleur de 2 verres d'eau de source fraîche par une chaude journée d'été. J'ai cru, l'espace d'un instant, que nous retrouvions peut-être cette ancienne version de nous. Celle où nous n'avions besoin de rien d'autre que l'un de l'autre et du chien roulé en boule à nos pieds. Le restaurant était tamisé et chaleureux, le genre d'endroit où les serveurs portent une cravate et t'appellent par ton prénom. Ils nous ont apporté une bouteille de cabernet dont je n'arrivais pas à prononcer le nom, et nous avons trinqué comme des gens qui ont traversé des épreuves ensemble. 10 ans de factures, d'anniversaires, de nuits blanches, de disputes, de dîners de réconciliation, de vomis de chiens sur la moquette et de listes de courses griffonnées sur des serviettes en papier. 10 ans, ce n'est pas rien. J'étais fier de nous. Mais quelque chose clochait. Pas énorme. Pas tout de suite. Juste, des petites choses. La façon dont elle regardait partout autour d'elle. Ses doigts qui tambourinaient sur la serviette en tissu comme si elle attendait autre chose. Ou quelqu'un d'autre. Elle a à peine touché la baguette, alors qu'en général elle la dévore avant même que le menu soit posé sur la table. Et quand j'ai voulu prendre sa main par-dessus la nappe, elle a souri comme si elle essayait de se rappeler comment on fait. Puis son téléphone a vibré. Il s'est allumé sur la table entre nous. Elle y a jeté un coup d'œil rapide, puis l'a retourné face contre table. Mais pas assez vite pour que je rate son sourire. Ce sourire, il n'était pas pour moi. Il était doux. Persistant. Comme si quelqu'un venait de lui murmurer quelque chose de gentil à l'oreille. C'était qui ? Ai-je demandé, en gardant un ton léger. Elle a levé les yeux, cligné des paupières comme si je l'avais tiré d'une pensée lointaine. Ton téléphone, ai-je dit. Qui a envoyé un message ? Oh, a-t-elle répondu en agitant la main avec un petit rire. Aurélie. Du yoga. Elle a pris son verre de vin. En a bu une longue gorgée. J'ai hoché la tête. J'ai essayé de rester détendu. J'ai essayé de cacher la bouffée de chaleur qui montait dans ma nuque. Aurélie, ai-je répété. Oui. Elle est drôle. Elle m'envoie toujours des mèmes bizarres. Elle a ri encore, trop vite cette fois. Tu connais Aurélie. Je la connaissais. Ou plutôt, je l'avais connue. Aurélie était morte 3 mois plus tôt. Accident de voiture. Un camion avait dérapé sous la pluie et écrasé sa petite citadine comme une canette vide. La cérémonie avait été pleine à craquer des gens en larmes, des bougies qui tremblaient, un type avec une guitare acoustique qui essayait de tenir le coup en chantant du Goldman. Ma femme avait pleuré aussi. Elle s'était accrochée à mon bras pendant toute la messe. Nous avions allumé une bougie ensemble. Elle avait même écrit un mot qu'elle avait glissé dans la boîte à souvenirs qu'on faisait circuler. Mais là, 3 mois plus tard, elle me disait que Aurélie du yoga lui avait envoyé un message. Et elle avait souri en le disant. Ma cage thoracique s'est serrée autour de mes poumons. Je n'ai rien dit sur le moment. J'ai juste hoché la tête encore une fois, comme si j'avais déjà tourné la page. Comme si ça n'avait pas d'importance. Comme si mon monde ne venait pas de basculer de 6 degrés. Nous avons continué à manger. Elle m'a demandé des nouvelles du boulot, a fait une blague sur la moustache de mon patron. J'ai ri, mais je n'étais plus vraiment là. J'étais revenu à cet enterrement, au milieu des fleurs fanées, à me rappeler comment elle avait sangloté pendant le diaporama. Aurélie était morte. Mais apparemment, elle envoyait aussi des SMS depuis l'au-delà. Sur le chemin du retour, elle fredonnait sur l'autoradio comme si de rien n'était. J'ai serré le volant plus fort que nécessaire. Mes phalanges sont devenues blanches. Elle n'a rien remarqué. Ou elle a fait semblant. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit qu'elle était fatiguée. Elle est montée prendre sa douche. Je suis resté en bas, à fixer l'écran noir de la télé, à écouter l'eau couler, à repenser à ce sourire. À la façon dont ses yeux s'étaient illuminés. À la douceur dans sa voix. Ce n'était pas pour moi. C'est cette nuit-là que quelque chose s'est brisé. Pas bruyamment.
Pas avec fracas. Juste un léger décalage dans mes os, comme une vieille maison qui se tasse. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Allongé à côté d'elle, j'écoutais sa respiration, me demandant qui avait vraiment envoyé ce message et pour qui, exactement, elle avait souri. J'ai toujours cru qu'un homme sent quand quelque chose ne va pas chez lui. Même s'il ne peut pas l'expliquer, même si rien n'est cassé en apparence, il le ressent. Comme l'air qui change avant l'orage. Les choses grincent autrement. Les ombres s'allongent. Les sourires n'atteignent plus les yeux. C'était ma maison. Après cette soirée au restaurant, je n'ai pas pu m'en débarrasser. Elle est allée se coucher en fredonnant, s'est glissée sous la couette comme si tout allait bien. Pendant ce temps, moi, les yeux grands ouverts, je regardais le ventilateur tourner lentement au plafond et je me demandais qui était vraiment cette Aurélie du yoga, et qui elle n'était pas. La semaine suivante, j'ai ouvert l'œil. Pas comme un ado jaloux. Juste, discrètement. Son téléphone ne quittait plus sa portée. Avant, elle le branchait sur la table de nuit. Maintenant, il restait sous son oreiller, comme un secret. Elle inclinait l'écran quand elle tapait un message. Elle avait mis la sonnerie sur silencieux aussi. Ce n'était plus une habitude, c'était de la prudence. Je lui ai demandé une fois, ça va au boulot? Elle a répondu, non, juste beaucoup de messages de groupe avec les filles du yoga. Le problème, c'est qu'elle n'avait plus de groupe de yoga. Après la mort d'Aurélie, elle avait arrêté d'y aller. Elle disait que ça ne lui faisait plus le même effet. J'ai hoché la tête comme si je la croyais. Mais mon instinct ne lâchait pas. Je ne suis pas très calé en informatique. Je bosse dans la logistique. Camion, itinéraire, livraison. Du concret. Du vrai. Mais je me débrouille avec une ou deux applis de base. Alors j'ai commencé à lire, tard le soir pendant qu'elle était sous la douche. J'ai cherché discrètement comment dupliquer un téléphone. Je ne voulais pas être sournois ou je voulais juste la vérité. Et si je me trompais, j'avalerais mes bottes et je m'excuserais d'avoir été parano. Il y a un moyen de synchroniser ces SMS sur mon téléphone. Ce n'était pas simple. Ça a pris plusieurs essais et pas mal de patience, mais une nuit, après qu'elle se soit endormie, je me suis assis au bord du lit et j'y suis arrivé. Mes mains tremblaient tout le temps. On aurait dit que je désamorçais une bombe. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Ce n'était pas un appel. C'étaient ses messages. Et ils n'avaient rien à voir avec le yoga. Il y avait des échanges avec un contact enregistré sous « Manon ». Mais ce qu'elle écrivait, aucune femme n'envoie ça à une autre femme. Pas sauf si elles sont un tout autre genre de « copines de yoga ». Et puis les photos ont commencé à arriver. Pas seulement les siennes. Les siennes à lui aussi. Certaines floues, prises dans des miroirs. Lavabo de salle de bain. Boîte à outils en arrière-plan. Ce n'était pas seulement le contenu, c'était le ton. La façon dont elle lui parlait. Joueuse. Familiale. Audacieuse. Comme si elle était devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui m'avait appartenu autrefois. Je n'ai pas pu détourner les yeux. Pas tout de suite. Mes mains sont devenues moites. Ma poitrine s'est serrée. J'ai lu message après message, comme s'ils étaient écrits dans une langue que je ne connaissais pas mais que je comprenais quand même. Et puis quelque chose m'a frappé où une des photos montrait le bras d'un homme. Il avait ce tatouage délavé d'un vieux camion Renault sur l'avant-bras. Je l'avais déjà vu. Putain, je l'avais même payé. C'était Karim. Karim le maçon. Le même type que j'avais embauché l'été dernier pour refaire le garage. Il était arrivé avec son carnet, son sourire en coin et une caisse à outils qui avait dû en voir de toutes les couleurs. Il était correct dans son boulot, m'appelait toujours « patron », me demandait la météo comme si ça l'intéressait vraiment. Je lui avais même payé un sandwich kebab un soir où il était resté tard. Je n'avais jamais rien soupçonné. Jusqu'à maintenant. Karim était Manon. Ma femme avait enregistré son numéro sous un faux prénom, et il s'envoyait des choses qui me retournaient l'estomac. Je suis resté assis dans mon camion, moteur au ralenti dans l'allée, à lire tout ça. Mes phalanges blanches sur le volant. Le chien aboyait à l'intérieur, se demandant sans doute pourquoi je n'entrais pas. Je fixais les messages, défilant dans ce qui ressemblait à la vie d'un inconnu. La vie de ma femme. Avec lui dedans. Et moi dehors. Ce soir-là, elle est rentrée tard.
Elle a dit qu'elle était passée au Franprix. Pas de sac. Pas de ticket. Juste ce même sourire fatigué et un baiser sur la joue qui ne voulait plus rien dire. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit. À l'intérieur, je me défaisais. Mais à l'extérieur, je tenais bon. Elle s'est servi un verre de vin, a mis cette émission de télé-réalité qu'elle aimait. Elle a ri quand un mec est tombé dans une piscine. Je suis resté assis à côté d'elle, bras croisés, à regarder l'écran sans rien voir. Karim. Karim avec son camion rouillé et son sourire facile. Karim qui s'était tenu dans mon garage, appuyé contre mon établi, buvait dans mes canettes de soda. Karim qui parlait à ma femme comme s'ils avaient leur propre langue secrète. Je me demandais sans arrêt jusqu'où ça allait. Était-ce juste une aventure cachée, ou pire encore? J'ai décidé de le découvrir. Je ne suis pas un génie, mais je connais mon métier sur le bout des doigts. J'ai monté Transport Moreau depuis plus de 12 ans. Parti d'un seul camion et d'une remorque empruntée. Arrivé à une petite flotte et un bureau avec 4 salariés. Ce n'est pas glamour, mais c'est à moi. Construit à la sueur et au tableur. Chaque trajet, chaque facture, chaque client enregistré, suivi, vérifié. Alors quand j'ai commencé à voir le nom de Karim apparaître là où il n'avait rien à faire, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Tout a commencé avec un dossier que j'ai sorti un matin en faisant le point sur la facturation trimestrielle. J'étais en train de ranger d'anciens bons de commande quand j'ai vu une facture fournisseur d'une société que je ne connaissais pas, Karim Service Rénovation. Ça m'a sauté aux yeux. Je me souvenais que Karim m'avait dit qu'il n'avait même pas de siret. Il travaillait au black sous son nom. Alors pourquoi ma société payait elle, Karim Service Rénovation, pour une inspection entrepôt? Ça a empiré ensuite. J'ai sorti la facture. Elle avait l'air clean au premier coup d'œil au logo, détail des prestations, horodatage, code chantier. Mais j'ai remarqué que le numéro de dossier était formaté différemment des nôtres. Il manquait un chiffre, comme si on avait copié le modèle et modifié. C'est là que j'ai ouvert le dossier, prestataire interne, et que j'ai recoupé tous les paiements externes des 6 derniers mois. J'ai failli lâcher ma tasse de café. Il y en avait 8 factures liées à Karim Service Rénovation. Toutes passées par mon système. Toutes signées numériquement. Le nom sur l'approbation interne? Celui de ma femme. On utilisait un compte partagé pour les tâches administratives. Elle m'aidait à mi-temps, quelques heures par-ci par-là. Elle gérait les factures, validait les paiements, répondait aux mails quand j'étais sur la route ou en expédition. Je n'y avais jamais vu malice. Je lui faisais confiance pour tout. Apparemment, cette confiance était un chèque en blanc. Chaque paiement était assez petit pour ne pas déclencher d'alerte 750 € par-ci, 1200 € par-là. Juste en dessous du seuil qui aurait déclenché un contrôle. Mais en additionnant tout, on arrivait juste en dessous de 10 000 €. 10 000 € détournés comme de la petite monnaie. Et le pire? Les prestations n'existaient pas. J'ai appelé 2 des clients mentionnés sur ces bons de commande. Tranquillement, juste pour vérifier le retour livraison. Les 2 m'ont dit la même chose, ils n'avaient jamais fait faire de travaux, jamais rien commandé au-delà des livraisons habituelles. Pas d'entretien. Pas d'inspection. Rien. Mon cœur battait à tout rompre. Je tenais à peine en place. J'ai regardé les métadonnées d'une des factures. Créée à 14h17 un mercredi. Je me souviens de ce jour où j'étais à un rendez-vous pro à Rouen. Elle était à la maison. Seule. Probablement en train de taper ça en buvant son thé Earl Grey et en écoutant sa playlist de Francis Cabrel. J'ai vérifié les journaux de signature. Tout signé sous son identifiant. Tous les paiements passés par notre compte secondaire pro, celui que j'avais ouvert pour les petits fournisseurs, pensant que ça simplifierait les choses. Drôle comme le système que j'avais mis en place pour gagner du temps lui avait aussi permis de me cacher ça. J'ai fouillé nos mails pro. C'était là. Une chaîne entremêlée, karimrenovation@gmail.com. Elle l'avait intitulé « Demande factures diverses ». Chaque message était court. Pas de salut. Pas de formule de politesse. Juste des notes froides et précises. Mais 950 € pour le dépôt Leclerc, reprend le modèle d'avril. Fais passer celle-là un peu plus haut, 1300 € ça ira. Mais un contrôle chariot-élévateur. Contrôle chariot-élévateur? On n'a même pas de chariots élévateurs sur ce site.
J'avais envie de balancer l'ordinateur par la fenêtre. Et pourtant, une partie de moi espérait encore une explication. Une erreur honnête. Peut-être que Karim avait monté une vraie boîte et que j'avais loupé l'info. Mais ensuite j'ai vu cette phrase dans un de ses mails. Merci pour le bonus. La prochaine fois, c'est moi qui régale. C'était fini. Le dernier doute s'est évaporé. Elle ne m'avait pas seulement trompé en tant que mari. Elle m'avait trahi en tant qu'associé. En tant qu'homme qu'il avait laissé entrer dans les coulisses de l'entreprise qu'il avait construite de zéro. Et elle ne s'était pas contentée de le faire entrer par la petite porte où elle avait ouvert les livres et lui avait donné les clés. Je me suis renversé dans mon fauteuil, bouche sèche, à fixer l'écran. Ce n'était plus une question de sentiment. C'était une question d'argent. Mon argent. Mes clients. Mon entreprise. Et il jouait à la dinette avec. J'allais obtenir des preuves. Toutes. Parce que maintenant, ce n'était plus personnel. C'était professionnel. J'avais assez de preuves pour faire bouillir mon sang et me tordre l'estomac. Mais une partie de moi avait encore besoin de le voir de mes propres yeux. Pas parce que j'avais des doutes. Parce que je voulais que ce soit réel. Tout. Sans mensonge possible. Sans pirouette. Sans déni. Je voulais couper le dernier fil d'espoir net. Alors j'ai tendu le piège. Je lui ai dit que j'avais un déplacement pro le week-end à un faux salon professionnel à Marseille, avec l'itinéraire bidon que j'ai imprimé et laissé sur le plan de travail. Elle n'a pas posé de questions. Au contraire, elle a presque eu l'air trop contente. Elle a juste souri et dit « N'oublie pas ta crème solaire cette fois ». J'ai préparé un sac avec 2 chemises, ajouté des papiers inutiles, et j'ai fait tout un cinéma en partant le vendredi matin. Je l'ai embrassé sur la joue, j'ai sorti le camion de l'allée, et j'ai roulé jusqu'à l'autre bout de la ville avant de faire demi-tour. Puis je me suis garé dans la rue parallèle. Je suis resté là presque 1 heure, moteur coupé, fenêtres entr'ouvertes, casquette baissée sur les yeux, comme un homme qui surveille sa propre maison comme si elle appartenait à un autre. L'attente était la pire partie. Tu crois être prêt pour la vérité, mais chaque tic-tac de l'horloge te fait douter. Peut-être qu'elle ne ferait rien. Peut-être qu'elle passerait la journée à nettoyer ou à lire ce vieux polar qu'elle traînait depuis des semaines. Peut-être que Karim avait d'autres plans. Mais non. À 11h14 précise, j'ai vu son camion. La même bosse sur l'aile avant. La même façon paresseuse de se garer de travers, à moitié sur le trottoir, comme si les règles ne s'appliquaient pas à lui. Je l'ai regardé frapper 1 fois, puis entrer comme s'il l'avait fait 100 fois. Sans hésiter. Sans regarder autour de lui. Juste un homme qui entrait chez un autre homme comme s'il avait des affaires à régler. J'ai attendu encore 20 minutes. Pas parce que je n'étais pas prêt, mais parce que je ne voulais pas assister à ce qui allait suivre. Mes mains tremblaient. Mon cœur cognait comme un groupe électrogène en surcharge. J'ai vérifié mon téléphone 2 fois juste pour m'occuper les doigts, même s'il n'y avait aucun message. J'ai coupé le contact et je suis descendu. Je ne suis pas passé par la porte d'entrée. J'ai contourné la clôture, poussé la petite porte latérale et je suis entré par la buanderie qui donne sur la cuisine. Cette porte grince un peu, mais je l'avais huilée 2 jours avant, au cas où. Silencieux comme un fantôme. La maison était calme. Trop calme. Je suis passé devant la cuisine, devant le frigo qui ronronnait. Le chien n'était pas là où elle avait dû l'enfermer dans le garage ou dans le jardin. J'ai longé le couloir, mes semelles effleurant à peine le parquet. Puis j'ai atteint l'escalier. Chaque marche grinçait, peu importe comment je posais le pied. Je connaissais les plus bruyantes, j'évitais la 4e et la 7e par réflexe. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je transpirais comme si j'avais couru un marathon, alors que la clim était à fond. La porte de notre chambre était entr'ouverte. J'ai entendu son rire le sien. Doux. Familier. Autrefois, ce son illuminait ma journée. Maintenant, il me transperçait comme une lame entre les côtes. J'ai poussé la porte. Ils étaient là. Dans notre lit. Mon lit. Le dos de Karim était tourné vers moi. Il était torse nu. Elle était allongée à côté de lui, cheveux en désordre, avec ce même sourire qu'elle me donnait quand nous nous aimions encore. Sa main reposait sur son épaule comme si c'était sa place. Les draps étaient roulés au pied du lit, comme si la pudeur n'avait plus lieu d'être. Ma poitrine menaçait de s'effondrer.
Ils ne m'ont pas vu tout de suite. Je suis resté là, dans l'embrasure, les bras ballants, figé. Je n'ai pas parlé. Pas crié. Juste regardé, comme si je voyais un feu dévorer lentement une maison où j'avais vécu. C'est elle qui a levé les yeux la première. Son sourire est tombé comme une pierre. Karim s'est retourné, perdu. Ses yeux se sont écarquillés. Putain, c'est quoi? J'ai levé une main, paume ouverte. Ne bouge pas. Je ne viens pas pour me battre. Personne n'a rien dit. Pendant un instant, la pièce était lourde de choc et de la culpabilité qu'on ne peut pas feindre. J'ai regardé autour de moi. Ma chemise était toujours sur le fauteuil dans le coin. Mes chaussures près de la table de nuit. Une photo encadrée de nous à notre 5e anniversaire trônait encore sur la commode, nous souriant devant les gorges du Verdon, bras serrés. Je me suis tourné vers elle. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit. Ma voix était lasse. Creuse. Elle a ouvert la bouche comme pour répondre, mais rien n'est sorti. Elle m'a juste regardé, yeux écarquillés, souffle court. J'ai hoché la tête lentement. Puis j'ai reculé. Je sais tout, ai-je dit. Les messages. L'argent. Les factures. J'ai tout. Karim s'est levé, enroulant le drap autour de sa taille comme si ça changeait quelque chose. Je suis ressorti de la chambre et j'ai descendu le couloir jusqu'au placard à linge. C'est là que je gardais l'ancienne GoPro. Je l'avais achetée il y a des années en pensant m'en servir pour du camping ou un voyage en voiture. Je ne l'avais jamais utilisée. Elle attendait sagement derrière les draps de rechange et les gants d'hiver. Je l'ai prise, j'ai allumé, vérifié la batterie. Elle tenait encore bien la charge. Drôle comme certains outils attendent toute leur vie pour une seule mission. Puis je suis revenu dans le couloir. La porte de la chambre était fermée maintenant. Je n'ai pas frappé. Je l'ai ouverte doucement et je suis entré, la caméra levée, la petite lumière rouge clignotante. Ils étaient assis tous les deux sur le lit. Elle avait remonté la couette sur elle comme si ça changeait quelque chose. Karim était au bord, bras croisés, yeux plissés, essayant de deviner ce que je savais. Il respirait plus fort que nécessaire, comme s'il voulait se gonfler d'air. Ne dites rien, leur ai-je dit. Écoutez juste. Je me suis approché du pied du lit et j'ai posé la GoPro sur la commode, braqué droit sur eux. Puis j'ai commencé à parler. Je leur ai tout raconté. Les messages. Les photos. Les fausses factures. J'ai tout détaillé aux dates, montant, nom de client. Chaque sale détail. Je lui ai expliqué comment j'avais tout tracé, comment j'avais dupliqué son téléphone, comment j'avais recoupé les paiements avec les bordereaux de livraison et les fiches de chantier. J'ai parlé lentement. Calme. Comme si je donnais la recette d'un barbecue. Son visage est devenu livide. Pas en larmes vides. Comme si la vie s'en était allée. Karim n'arrêtait pas de changer de position, jetait des coups d'œil vers la porte comme s'il envisageait de fuir, mais je me tenais entre eux et la sortie. Je porte plainte, ai-je dit. Escroquerie. Vol. Abus de confiance. J'ai les logs, et j'ai déjà fait des copies. Karim s'est levé. Il était plus grand que moi. Plus large aussi. Carrure d'ouvrier à force de porter des parpaings et des sacs de ciment. Il s'est avancé, torse bombé, regard brûlant. Tu vas pas faire ça, a-t-il dit, voix tendue. Tu crois que tu peux débarquer ici, jouer les Sherlock et foutre ma vie en l'air? Je n'ai pas bougé. Il s'est rapproché, mâchoire serrée, poing fermé. Je voyais le tic sur sa joue, la façon dont ses narines s'écartaient. J'avais déjà vu ce regard sur les chantiers, quand la colère monte, quand l'orgueil est piqué. Puis il a foncé. Ce n'était pas propre. C'était précipité. Maladroit. Désespéré. Il m'a attrapé par la chemise et poussé, mais j'étais prêt. Je me suis campé, j'ai encaissé comme un poteau en béton, et j'ai remonté mon avant-bras dans son visage alors qu'il se penchait. Ça a fait un bruit sourd, son nez a craqué sous la pression. Il a reculé en titubant, hurlant, se tenant le visage pendant que le sang coulait entre ses doigts. Je voyais la surprise dans ses yeux, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je riposte. Ou peut-être qu'il pensait que j'allais pleurer ou m'effondrer. Au lieu de ça, je suis resté droit, poing toujours le long du corps. Dégage, ai-je dit. Il n'a pas discuté. Il s'est baissé,
a ramassé son t-shirt par terre et l'a pressé contre son nez. Il était déchiré dans la bagarre, fendu à la couture du col. Il m'a lancé un dernier regard, puis il est sorti en boitant, laissant du sang et de la honte derrière lui. Je n'ai pas regardé ma femme. Pas encore. J'ai tendu la main, arrêté l'enregistrement et glissé la GoPro dans la poche de ma veste. Puis je me suis enfin tourné vers elle. Elle n'avait pas bougé. Je t'ai fait confiance, ai-je dit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Une larme a roulé sur sa joue. Mais je n'ai pas eu pitié. Je n'ai rien ressenti. Tu ne m'as pas seulement trompé, ai-je dit. Tu as trahi tout ce que j'ai construit. Tout ce qu'on avait construit. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai la vérité. Puis je suis sorti de la pièce. Mes chaussures pesaient lourd dans l'escalier. Ma maison ne me semblait plus mienne. Elle semblait vidée, les murs debout, mais les fondations fissurées. En bas, j'ai pris un rouleau d'essuie-tout, je l'ai lancé à Karim qui se tenait à la porte d'entrée en essayant d'arrêter le sang, et j'ai ouvert grand la porte. Perds mon numéro, ai-je dit. Il n'a pas regardé en arrière. Il est juste sorti dans la lumière, une main sur le visage, l'autre tenant ce t-shirt déchiré. J'ai refermé la porte derrière lui. Pas en claquant. Le lendemain, j'étais debout avant le lever du soleil. Pas de café. Pas besoin. Mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années, net, froid, concentré. Après ce que j'avais vu, après ce que j'avais filmé, après le sang, le silence et la porte d'entrée qui avait claqué derrière Karim, je savais une chose avec certitude. Je ne lui accorderai plus un centimètre. Ce n'était pas une question de vengeance. Pas de cris, pas d'insultes, pas de vêtements jetés sur la pelouse comme dans les films. C'était professionnel maintenant. Ma vie, mon entreprise, mon avenir. Elle voulait jouer dans mon monde? Elle allait apprendre ce que ça signifiait. J'ai commencé par la banque. J'avais ouvert nos comptes pour simplifier les choses des années plus tôt. Il y en avait 3, un pour les dépenses courantes, un pour l'entreprise, et un troisième en guise de cagnotte de secours. Je les avais mis tous les deux sur les 2 premiers, parce que c'est ce que font les partenaires. Ça me semblait juste à l'époque. Une équipe. Maintenant, ça ressemblait à donner les clés du poulailler à un renard. Je me suis connecté au compte pro et j'ai tout gelé. Puis j'ai ouvert le compte principal ménage et j'ai fait pareil. À 6h12, ces cartes étaient mortes. Ensuite, les mots de passe accès admin, cloud, paie, portail fournisseur, suivi des livraisons, système de facturation interne. Elle avait touché à tout ça à un moment ou à un autre. Pas énormément, mais assez pour s'en servir. Assez pour cacher ce qu'elle faisait sans déclencher d'alerte. J'ai ouvert le tableur où je gardais le journal maître protégé par double authentification et une question piège dont moi seul connaissais la réponse. Ça m'a pris 1 heure pour tout changer. Nouveau mot de passe. Nouveau maille de récupération. Nouveau code de secours. Je n'en suis pas resté là. Son accès au Dropbox Pro. Supprimé. Notre client mail. Révoqué. Le calendrier partagé Google. Effacé. Son mail pro. Désactivé. J'ai passé en revue chaque recoin numérique de mon entreprise comme un agriculteur qui vérifie ses clôtures après la tempête. Tout ce qu'elle aurait pu utiliser, je l'ai verrouillé ou supprimé. Plus de failles. Plus de portes dérobées. À 8h, j'avais déjà pris rendez-vous avec mon expert comptable et contacté mon avocat. Je leur ai dit qu'il y avait eu rupture de confiance, possible escroquerie, et que je gérais directement désormais. Mon avocat m'a demandé si je voulais rédiger une déclaration. Je lui ai dit pas encore. J'avais quelque chose de plus urgent à faire d'abord. Je devais m'occuper d'elle. Quand je suis remonté, la maison était silencieuse. Le genre de silence qui fait creux au lieu de paisible. On entendait le ronron du ventilateur au plafond, le léger craquement d'une latte sous mon pas. Elle était assise au bord du lit, dans le même t-shirt trop grand qu'elle portait quand je les avais surpris la veille. Ses cheveux étaient attachés, son visage gonflé et pâle. Elle avait l'air de quelqu'un qui attend le verdict. Peut-être qu'elle le connaissait déjà. « Bonjour », ai-je dit platement. Elle a tressailli comme si je l'avais crié. « J'ai fait quelques changements », ai-je continué. « Tu vas remarquer que tes cartes ne marchent plus.
Elle m'a regardé en clignant des yeux, bouche entr'ouverte. J'ai verrouillé l'entreprise. Tout. Mais, fichier, système. Changer tous les mots de passe. Toujours rien. J'ai appelé la banque. Compte gelé. Tu as ton téléphone. C'est tout. Elle a enfin parlé. Tu ne peux pas. Si, je peux, l'ai-je coupé. Et je l'ai fait. Elle s'est levée alors, le visage déformé par un mélange de honte et de panique. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. On peut en parler. On est au-delà des discussions, ai-je dit. Pas de hurlements. Pas de grossièreté. Pas de cinéma. Juste le démantèlement tranquille d'une vie à laquelle elle n'avait plus accès. Je t'ai fait confiance, ai-je répété, plus pour moi que pour elle. Avec l'entreprise. Avec tout. Tu ne m'as pas seulement menti. Tu m'as volé. Je ne voulais pas. Arrête. Elle a fermé la bouche. Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai regardé autour de la chambre. La commode qu'on avait achetée lors d'un week-end à Honfleur. L'impact dans la porte du placard quand elle avait laissé tomber sa valise trop fort le jour de notre emménagement. Cette chambre était pleine de bons souvenirs. Maintenant, elle ressemblait à une scène de crime. Tu devrais partir, ai-je dit. Partir où? Je m'en fous. C'était vrai. Elle pouvait appeler une copine, trouver un Formule 1, dormir sur un banc. Je ne lèverai pas le petit doigt pour lui faciliter les choses. Elle a eu l'air de vouloir pleurer, mais rien n'est sorti. Je me suis retourné et j'ai quitté la pièce. À midi, son nom avait disparu de tous les contrats EDF, forfait mobile, même la carte Leclerc. J'ai laissé les clés de secours sur la table de la cuisine et j'ai verrouillé la porte du jardin derrière moi. Qu'elle se débrouille pour le reste. Elle avait son téléphone. Elle avait le t-shirt sur le dos. Elle avait les conséquences. Et moi? J'avais mon entreprise, ma liberté, et pour la première fois depuis longtemps, le contrôle. J'ai toujours pensé que le divorce arriverait comme un orage moche, bruyant, plein de portes qui claquent et de crises de larmes. En fait, quand on est prêt, c'est plus comme un interrupteur. On l'actionne, et la lumière s'éteint. Fini de faire semblant. Fini d'expliquer. Fini d'essayer de réparer ce qui n'aurait jamais dû se casser. Ce matin-là, j'ai retrouvé mon avocat, Maître Lefebvre, dans son cabinet en centre-ville. Lefebvre s'occupe de mes formalités d'entreprise depuis des années au grand, parle lentement, malin comme un renard. Il ne dit jamais plus que nécessaire. Le genre d'homme qu'on veut en face de soi quand le sol se dérobe. Je suis entré avec une chemise cartonnée épaisse pleine de preuves, impression des échanges SMS, capture des fausses factures, et une clé USB avec la vidéo de la chambre. Je l'ai posée sur son bureau sans un mot. Il a feuilleté les premières pages, puis s'est renversé dans son fauteuil. Eh bien, a-t-il dit, ça ne va pas traîner. On n'a pas perdu de temps en discussions inutiles. Lefebvre a rédigé la demande de divorce le matin même, tout noir sur blanc. Motif? Adultère et malversation financière. Demande? Pleine attribution de l'entreprise, de la maison, des véhicules et des comptes communs. Elle pouvait garder ses affaires personnelles, point. À midi, les documents étaient notariés et prêts à être signifiés. Je ne les ai pas apportés moi-même. Ce n'était pas le plan. Lefebvre avait un huissier en stand-by, un certain Marc qui avait l'air de faire aussi les portes de boîte de nuit. Il m'a envoyé un texto quand c'était fait. Elle a ouvert en peignoir. On aurait dit qu'elle avait pleuré. Elle a signé l'accusé de réception. Aucun souci. Et voilà. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Pas de triomphe. Juste une étrange immobilité, comme le silence après qu'un arbre tombe et que la forêt se tait à nouveau. Une semaine plus tard, nous étions au tribunal. Le tribunal de famille de notre arrondissement n'a rien d'impressionnant, un mur gris, bancs inconfortables, une pendule qui tic-tac trop fort. Elle était assise de l'autre côté avec un avocat que je n'avais jamais vu. Un jeune, main nerveuse, trop de post-it sur son dossier. Elle ne m'a pas regardé. Pas une fois. Quand notre affaire a été appelée, Lefebvre s'est levé et a tout exposé. Clair. Mesuré. L'aventure. Les faux contrats. La piste financière. L'abus de fonds d'entreprise. Les preuves étaient solides. Chaque signature.
Chaque euro. Chaque euro d'attache. Puis la vidéo. Nous l'avons soumise sous scellé, avec une attestation expliquant le contenu. Le juge l'a visionnée en chambre. Je ne voulais pas l'humilier en audience publique. Ce n'était pas une question de spectacle. C'était une question de vérité. Son avocat a essayé d'objecter au stress émotionnel, pression, les documents financiers ne prouvaient pas l'intention. Mais c'était du sable qui filait entre les doigts. Le juge n'y a pas cru. Il a rendu sa décision en moins d'1 heure. La maison? À moi. L'entreprise? À moi. Tous les biens, tous les comptes communs, toutes les propriétés partagées à moi. Pas de pension. Pas de partage. Il a même tenu à souligner l'abus de fonds d'entreprise, parlant de « rupture manifeste de confiance et schéma de comportement trompeur ». Il a dit qu'elle avait de la chance que je n'ai pas porté plainte au pénal. Je n'ai pas souri. Pas besoin. Quand le marteau est tombé, on aurait dit un chapitre qui se refermait si fort que la reliure craquait. Elle s'est levée lentement, sans croiser mon regard. Son avocat lui a murmuré quelque chose. Elle a hoché la tête, pris ses affaires et quitté la salle, tête baissée. Je suis resté un moment, juste pour respirer. Les papiers ont été signés l'après-midi même. C'était officiel. Lefebvre et moi nous sommes serrés la main sur le parking. Il m'a demandé si j'avais besoin d'autre chose. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une bière fraîche et d'un endroit calme pour m'asseoir. Quand je suis rentré dans l'allée ce soir-là, ça m'a paru différent. Comme si je revenais enfin chez moi. Plus de mensonges dans les murs. Plus de murmures dans les draps. Juste moi, la maison, et le bruit de mes chaussures sur le parquet. J'ai ouvert la porte d'entrée, je me suis arrêté dans le couloir et j'ai regardé autour de moi. Elle avait déjà vidé sa moitié du placard. Les photos avaient disparu de la chambre. Quelques tiroirs de commode étaient restés ouverts, comme si elle avait fait vite. Sa tasse à café était encore dans l'évier. Je l'ai prise, je l'ai rincée, et je l'ai mise dans la boîte de dons que j'avais commencé plus tôt dans la semaine. Que quelqu'un d'autre boive dedans. Que quelqu'un d'autre apprenne à ses dépens. Une fois la poussière retombée, je n'ai pas ressenti de soulagement pas tout de suite. La maison était silencieuse, trop silencieuse. J'entrais dans une pièce et je m'attendais presque à la voir sur le canapé, ou à l'entendre dans la cuisine énumérer les courses comme avant. Mais elle était partie, et pas seulement de la maison. De ma vie. De l'avenir que je pensais qu'on aurait. Et maintenant, je ramassais les morceaux de quelque chose que je n'avais pas cassé mais que je devais réparer quand même. Je me suis accordé du temps. Pas de grands bouleversements, pas de décision hâtive. Je suis allé au boulot, je suis rentré, j'ai nourri le chien, j'ai tondu la pelouse. Je suis revenu aux choses concrètes, parce que c'est là que je retrouve mon équilibre. Des tâches. Des petites victoires. Mais il restait une dernière chose à faire avant de pouvoir vraiment tourner la page. Karim avait une femme. Je ne l'avais vue qu'une fois, une femme discrète, simple mais polie, du genre à s'asseoir bien droit et à ne parler que si on lui adressait la parole. Il n'était pas très mondain. Plutôt casanier. Elle était du style qu'on croise au Super U avec une liste et des bons de réduction classés par rayon. Rien d'ostentatoire. Juste stable. J'ai trouvé son numéro via un annuaire de sous-traitants. Elle avait sa petite activité de comptabilité à domicile, déclarée à leur adresse commune. Je n'ai pas appelé. À la place, j'ai envoyé un colis en recommandé, suivi, accusé de réception. Dedans, un petit mot manuscrit. J'ai pensé que vous méritiez de savoir. Je voudrais qu'on me le dise si c'était l'inverse. J'y avais joint des impressions juste assez pour montrer ce qui s'était passé sans être cruel. Capture des factures, mail de son mari vers le mien, même une image figée de la vidéo avec leur visage visible mais rien d'autre. Pas de commentaires. Juste les faits. Il a fallu 3 jours pour une réponse. Un mail. 2 phrases. Merci. Je n'étais pas au courant. Je le quitte. Je suis désolé pour ce qu'il vous a fait. C'était tout. Mais ça en disait long. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles, et je n'en attendais pas. Mais je sais qu'elle a tenu parole. Quelques semaines plus tard, quelqu'un de mon réseau régional d'entrepreneurs m'a appelé pour me demander si je savais quelque chose sur Karim qui avait perdu un appel d'offres municipal. Apparemment, je n'étais pas le seul à avoir coupé les ponts. La nouvelle avait circulé.
Discrètement. Complètement. Je m'en suis assuré. Je n'ai jamais lancé de campagne de diffamation. Pas besoin. Je l'ai juste retiré de toutes mes listes de prestataires, je l'ai signalé comme inéligible dans nos systèmes internes, et j'ai veillé à ce que les bonnes personnes voient les bons documents. Dans mon milieu, la réputation est tout. Une fois qu'elle est fichue, c'est terminé. Le camion de Karim a été saisi un mois plus tard. Je l'ai vu annoncer sur un parking de véhicules d'occasion en périphérie la même bosse sur l'aile, le même logo délavé. Il n'arrivait plus à payer les mensualités, visiblement. Quant à elle, mon ex, elle a fait ses valises et est partie s'installer à 2 régions de distance. Je n'ai pas cherché où. Mais un de mes anciens chauffeurs l'a aperçu dans un Hyper Leclerc discount en Bretagne, badge au nom et pliage de t-shirt. Il a dit qu'elle avait l'air différente. Fatiguée. Vide. Plus du tout la femme que j'avais aimée. Plus du tout. Il ne l'a pas approchée. Il est juste passé et l'a laissée là. Ça m'a suffi. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas sabré le champagne ni organisé une fête. J'ai juste continué à avancer. Jour après jour. Kilomètre après kilomètre. J'ai embauché une nouvelle assistante de direction. Une dame d'une 50aine d'années, vive, zéro chichi. On a nettoyé les dossiers de l'entreprise, simplifié la paie, renforcé les protocoles de sécurité. J'avais l'impression de reprendre la barre de mon bateau, plus de fuite, plus d'ombre. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Elle est entrée dans ma vie doucement, comme un dimanche matin. On s'est croisés chez des amis communs lors d'un barbecue où elle aime son steak saignant et appelle la mayonnaise, un crime contre la vraie cuisine, ce qui m'a fait rire plus fort que je ne l'avais fait depuis longtemps. Elle pose des questions. Elle écoute. Elle ne surveille pas, ne fouine pas. Elle est juste là, authentique. Elle est gentille. Loyale. Le genre de femme qui te demande comment s'est vraiment passée ta journée et qui attend la vraie réponse. Elle ne fuit pas les silences. Elle me fait le café comme je l'aime et plie le linge sans en faire une histoire. Pas parce qu'elle doit ou parce qu'elle est comme ça. On ne se précipite pas. On laisse venir. Certains soirs, je repense à tout ça. Pas par regret ou par rappel. Je revois ce SMSD, Aurélie du yoga, dans ma tête, et ça ressemble à la bande-annonce de tout ce qui a suivi. C'est drôle comme une toute petite chose peut tout déclencher. Un sourire. Un prénom. Un mensonge glissé dans le quotidien. Alors maintenant, quand on me demande comment je vais, je réponds simplement. Je vais bien. J'ai beaucoup appris. Et maintenant, je fais confiance à mon instinct. Toujours. Et quand ils rient ou lèvent les yeux au ciel, je leur dis la même chose que je me répète 100 fois. Vérifie toujours tes Aurélie. Partagez votre opinion dans les commentaires, qu'est-ce qui est pire, la tricherie ou la fraude financière? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».